Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Benoît Apparu, porte-parole de François Fillon et l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous donc à ce rendez-vous. Merci de votre invitation. De Public Sénat, avec l'AFP, avec Radio Classique et Les Échos. Merci d'être avec nous à ce moment ô combien délicat pour le candidat désigné par la primaire de la droite et du centre. Ce sera d'ailleurs la première question que vous posera Jean-Francis Pécresse quelques instants seulement après les nouvelles révélations du Canard enchaîné. Est-ce que François Fillon va pouvoir s'extraire de ce qu'il nomme les boules puantes? Est-ce qu'il pourra maintenir sa candidature après le nouveau calcul donc, du Canard qui a révisé à la hausse les rémunérations perçues par Pénélope Fillon et deux de ses enfants? Deuxième question avec un autre sujet qui agite votre campagne. François Fillon a déjà commencé à corriger à la marge son programme en faveur du pouvoir d'achat des salariés et des petits retraités. Jusqu'où doit-il, selon vous, amender son projet? Vous répondrez à Déborah Claude de l'agence France Presse. Enfin, troisième question, Emmanuel Macron qui bénéficie, on le voit, d'une bonne dynamique en ce moment. Est-il devenu pour vous l'homme à abattre? C'est un peu ce qu'a dit dimanche à la Villette, non pas le candidat Fillon, même s'il n'a pas été à éteindre avec lui, mais spécifiquement François Baroin qui avait lancé « On va s'occuper de lui ». Alors comment? Vous le direz tout à l'heure, donc à Michael Zamès de Public Sénat. Tout de suite, donc, car le Canard enchaîné vient de nous parvenir, je le disais. La première question avec Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Benoît. Bonsoir, Paru. Alors la dernière livraison du Canard enchaîné, je le disais, je vais donner quelques chiffres, puisque Benoît a apparu, on a envie d'avoir votre réaction à chaud d'abord avec ces informations sur l'épouse de François Fillon qui aurait donc finalement touché au total 900 000 € bruts comme collaboratrice de son mari et à la Revue des Deux Mondes. Elle a été manifestement assistante parlementaire sur une période plus longue qu'annoncée initialement, alors que deux de ses enfants donc ont été rémunérés comme assistants parlementaires au Sénat pour 84 000 €. Écoutez, je n'ai pas encore lu le Canard enchaîné, mais j'ai vu effectivement les principaux titres du Canard enchaîné qui nous annoncent, si je comprends bien, que sur une période plus longue, elle a gagné plus d'argent. Paraît assez logique que quand on a travaillé non pas 8 ans, mais 15 ans, on ait touché effectivement, en cumulé, une somme plus importante. Il n'y a rien de nouveau, me semble-t-il, par rapport à tout ça. La vraie question qui est posée à François et à Pénélope Fillon par le Canard enchaîné, et aujourd'hui par la justice, c'est cet emploi, était-il un emploi fictif ou était-il l'emploi de la femme de François Fillon qui travaillait effectivement pour François Fillon? Il y a une procédure judiciaire qui a commencé. François Fillon défend évidemment son honneur et son épouse devant les magistrats, ou plutôt devant les policiers, en affirmant qu'il s'agissait effectivement d'un vrai emploi et pas d'un emploi fictif. J'ai évidemment la conviction que François Fillon a raison, qu'il se défendra et que la justice lui donnera raison. Alors selon les informations de BFM TV, les enquêteurs à ce jour, à ce stade, n'ont trouvé aucun élément probant indiquant qu'il y avait eu un effet, un travail effectif. Ouais. Alors, j'ai vu le bandeau qui nous disait, si j'ai bien compris, qu'il n'y avait pas d'adresse email et pas de badge. Et pas de permanence locale. Voilà. Et deux éléments donc probants, si j'ai bien compris, du caractère fictif de l'emploi. Alors, juste peut-être des détails pour comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale. J'ai 3 assistants parlementaires. 3. Il n'y en a qu'une qui a une adresse email de l'Assemblée. Les 2 autres n'en ont pas. Et c'est comme ça partout. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale ne veut pas donner d'adresse email aux assistants parlementaires. Ni de badge pour entrer? Je vais y arriver au badge. Ne veut pas donner d'adresse email aux assistants parlementaires. Mon assistante parlementaire qui a son adresse email, c'est quoi? C'est pas nom, prénom, @assemblée, c'est nom, prénom, mon adresse email, puis Assemblée nationale. Parce que si elle n'est pas rattachée à mon nom, elle ne peut pas avoir d'adresse. Concernant les badges, je vous l'ai dit, j'ai 3 assistants parlementaires. Ben, sur les 3 assistants parlementaires, j'en ai 2 qui ont un badge et une qui n'a pas de badge. Voilà la réalité du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Donc vous nous dites, les deux votre assistants réponse, parlementaires, rien de nouveau et rien que de normal. Ces 2 éléments-là, badge et mail, ne sont pas des éléments probants, puisque là encore, je vous répète, pour les mails, s'il y a 10% des assistants parlementaires qui bossent à l'Assemblée quand une adresse Assemblée nationale, c'est le bout du monde. Sur les badges, les assistants parlementaires qui travaillent en local,
et qui n'ont donc pas vocation à venir à l'Assemblée nationale, n'ont en règle générale pas de badge. Ceux qui bossent à l'Assemblée ont effectivement un badge. Alors, depuis Jean-Francis Pécresse. Benoît apparu, on voit que vous faites le job. Là, vous essayez de défendre François Fillon avec beaucoup de talent. Néanmoins, personne n'y croit. Est-ce que François Fillon, ce soir, peut rester le candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle? Pardonnez-moi, jusqu'à Quand je dis personne n'y croit, c'est que les Français ne croient pas à la défense de François Fillon, ne croient pas et donc, à si ses je comprends arguments. bien, Un autre sondage parce qu'il y a une condamnation montre, juste laissez-moi finir, que 75% de Français ne croient pas à son argumentation. Mais que les Français ne le croient pas, c'est une chose. J'entends bien. Mais ça veut dire Mais quoi? vous voyez bien le problème. Pardonnez-moi, ça veut dire que le procès... Non, je ne sais pas de dévier. Je vais vous donner deux exemples. Ouais. On se souvient tous, par exemple, que Gérard Longuet, aujourd'hui sénateur, a été mis en cause violemment dans une série d'affaires qui l'a obligé à démissionner du gouvernement. Il en est de même, par exemple, plus récemment, pour Éric Woerth. Dans les deux cas, innocentés. Condamnés sur la place médiatique, innocentés par la justice, ils ont perdu leur job. Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'aujourd'hui, le système médiatico-politique, et ce n'est pas une agression contre les journalistes ou contre les politiques, vous avez raison, condamne François Fillon, qu'il faut s'en satisfaire. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas une satisfaction de fait, je vous dis qu'il ne faut pas s'en satisfaire. Parce que je me refuse à l'idée qu'il y ait en France une présomption de culpabilité, alors qu'il y a une présomption d'innocence. Il y a une enquête en cours. L'enquête dira effectivement si il y a matière à poursuivre ou pas. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une situation de fait qui est très compliquée pour le candidat de la droite et du centre. Est-ce qu'il peut rester le candidat de la droite et du centre? Est-ce qu'il ne se condamne pas à vous faire subir pendant des semaines et des semaines un feuilleton judiciairo-médiatique? Juste un point. Vous voyez 4 bien millions de position Français, de fragilité. un peu plus, 4,4 millions de Français se sont déplacés à la primaire. Ils ont désigné François Fillon. Ce n'était pas mon candidat initial. Mais ils ont décidé que c'était François Fillon. Ils l'ont décidé, pas à 52%, pas à 58%, à 70% au second tour. Donc je veux bien qu'on balaye ça d'un revers de main, en nous expliquant qu'il faut un plan B, un plan Z ou un plan ce que vous voulez. Moi je considère qu'il y a un plan F pour Fillon, qu'on doit en rester pour ce plan F pour Fillon, parce que sinon, on va aller de drame politique en drame politique et on finira en lambeaux. Les Français ont désigné un candidat. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une procédure judiciaire qui a commencé et qu'il y a une condamnation médiatique sur François Fillon qu'il faut leur donner raison, en tout cas cette condamnation médiatique-là. Pour moi, c'est ça les juges qui jugent. Le canard enchaîné de ce soir révèle aussi qu'entre 2005 et 2007, comme sénateur, il a embauché successivement 2 de ses enfants qui étaient que François Fillon avait lui-même évoqué sur TF1, oui. Des étudiants à cette époque pour une somme totale de 84 000 €. Est-ce que vous trouvez ça normal? Là encore, c'est pour moi exactement la même question que la question précédente. Y avait-il ou non un travail effectif des enfants de François Fillon? Dans l'explication qu'a donnée François Fillon, il les a embauchés pour des missions, et notamment la relecture de préparation d'un livre et travailler sur la préparation d'un livre avec lui, ce qui peut totalement ressortir, être le cas d'assistants parlementaires qui font ce type de boulot-là, qu'on confie ce type de travail-là, très personnel, entre guillemets, à quelqu'un de sa famille, ne me choque pas outre mesure. Et là encore, la question est de la même. Il semble, pour Benoît, Fillon. apparu que pendant tout son mandat de sénateur, François Fillon ait déposé en tout et pour tout un amendement. Est-ce que c'est pas beaucoup de salarier ses 2 enfants successivement pour l'assister dans ce travail qui consiste à déposer un amendement au Parlement? Vous pouvez réinventer le travail parlementaire. Non, mais je ne réinvente pas le travail parlementaire. Vous pouvez. J'ai bien entendu. Vous voyez bien le problème quand même. J'ai entendu la question, je vais essayer de vous répondre. Vous pouvez réinventer le travail parlementaire. Il y a des parlementaires qui déposent énormément d'amendements. Il y a des parlementaires qui déposent énormément de questions écrites, qui font énormément de rapports. D'autres ont une carrière politique nationale, qui font qu'ils ont un engagement politique citoyen national très lourd et qu'effectivement, ils déposent très peu d'amendements. Est-ce que ça signifie que ces parlementaires-là n'ont pas droit, entre guillemets, à des assistants parlementaires qui vont les aider dans leur fonction politique nationale, ce qui est quand même, je le rappelle, le rôle d'un député ou d'un sénateur, ce sont bien des acteurs politiques nationaux qui les accompagnent. Pour ça, me paraît normal, légitime. Alors, vous nous dites... Si on commence à dire qu'on doit avoir un nombre d'assistants parlementaires en fonction du taux d'amendement qu'on dépose, pourquoi pas? On peut changer toutes les règles.
Mais à ce moment-là, proposez-le pour l'avenir, mais ne condamnez pas ceux qui l'ont fait dans le passé, alors que la règle n'était pas celle-là. Vous nous dites que tout est normal depuis le début de cette émission. Parce que je crois effectivement à la présomption d'innocence et je crois à l'innocence de François Fillon. Mais comment est-ce que vous allez faire campagne? Oui, effectivement, je vais vous dire aujourd'hui, comme demain, comme après-demain, que François Fillon est innocent, que la condamnation médiatique ne me paraît pas une bonne chose. Vous parlez de la condamnation médiatique, mais pardon, on parle... C'est pas une accusation contre les médias. Bien sûr, c'est pas ce que je mais veux je dire. ne réponds pas au nom des médias. En gros, aujourd'hui, la pression médiatique, le buzz médiatique, comme on dit, est tel qu'effectivement, les Français, vous l'évoquiez sur un sondage tout à l'heure, ont de fait condamné François Fillon. Ça me paraît totalement injuste tant que la justice ne l'a pas condamné. Ce n'est pas la pression médiatique, ce sont les Français, si l'on en croit les sondages. Et certes, il faut être méfiant vis-à-vis des sondages. Bien sûr, mais là, comment faites-vous campagne? Les Français disent ça. Comment faites-vous campagne avec un candidat? Attendez, ma question est comment faites-vous campagne pendant les semaines, les mois qui viennent, avec un candidat qui est jugé honnête par 28% seulement des Français selon Elab? Comment faites-vous concrètement? On continue à expliquer, on continue à être présent. Mais comment faites-vous pour être audible? C'est difficile, c'est compliqué. Je ne vous dis pas que c'est simple. Je dis simplement que la solution... Certains dans votre camp disent que c'est désespéré. Je ne le crois pas, je ne le crois pas et je ne l'entends pas. Certains, notamment dans les milieux journalistiques, ce que je peux comprendre, c'est votre métier, nous posent la question de savoir s'il y a un plan B, pas un plan B, etc. À force de poser la question, ils sont à peu près convaincus maintenant qu'effectivement certains en montent. Là encore, je ne le crois pas, je ne le pense pas souhaitable, parce que la légitimité, c'est celle des urnes et de la primaire. Et je pense qu'il faut en rester là, parce que partir dans d'autres solutions, d'autres perspectives, serait nier la présomption d'innocence, nier par principe l'innocence de François Fillon, nier sa victoire, pour partir vers des choses qui seraient, je crois, totalement inconnues sur le plan politique, et qui seraient, me semble-t-il, catastrophiques. C'est clair. Est-ce que Alain Juppé peut être un candidat de recours pour la droite et le centre? Je crois vous avoir répondu non. Vous pouvez poser la question d'une autre façon. Vous pouvez me la poser d'une troisième fois en me parlant qui vous voulez comme candidat à la présidence de la République. Je vous répondrai de la même façon. Que ce soit Alain Juppé, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit qui vous voulez, il me semble que le candidat légitime, c'est celui qui a gagné la primaire. Est-ce que c'est pas ceux qui l'ont perdu. Est-ce que c'est un candidat modèle? C'est une question très difficile, parce que là encore, votre question présume qu'il est coupable. C'est fascinant. Attendez, vous me dites, est-ce que c'est un candidat modèle? Sous-entendu, il n'est donc pas moral. C'est ça le sous-entendu. Mais là encore, vous présumez, et c'est ça qui est difficile, qui est compliqué, c'est que tout le monde présume, par principe, qu'il était coupable. Avant-hier, chez un de vos confrères, dans le journal de vos confrères à la radio, il y avait cette phrase sublime, donnée par la journaliste à l'antenne, ce qui n'a choqué personne, sur les emplois qui sont présumés fictifs. Enfin, pardonnez-moi, depuis quand on est présumé coupable en France? On est présumé innocent, pas l'inverse. N'inversons pas les principes judiciaires. Enfin, on découvre quand même un candidat qui, pendant des années, a employé sa femme comme assistante parlementaire et ses enfants comme assistants parlementaires. Ce dont il n'avait manifestement parlé à personne, ni autour de lui. Personne à droite n'a semblé être au courant de cette longue collaboration qui aurait commencé en 1988. Et tout d'un coup, on découvre que Pénélope Fillon était son assistante parlementaire et sa collaboratrice intime. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même qu'il y a une forme de hiatus et qu'elle est restée ensuite, comment est-ce que vous l'expliquez, mais la collaboratrice de son successeur à l'Assemblée? Là encore, on a, je crois, sorti quelques chiffres récemment sur le fait que, je crois, 16%, si je ne dis pas de bêtises, 16% des parlementaires travaillaient avec un ascendant ou un conjoint. C'est votre cas? C'est pas mon cas. Par choix. Assistant parlementaire. C'est pas une question de choix. Il se trouve que je suis pas marié, que j'ai pas d'enfant, donc la question ne se pose pas pour ce qui me concerne. Quelqu'un de la famille, vous avez dit. Mais il se trouve que la question ne se pose pas pour ce qui me concerne en la matière. Mais ça existe. Et ça existe depuis longtemps, parce que le lien de confiance qu'il y a avec des enfants, le lien de confiance qu'il y a avec des conjoints, est un lien indissoluble. Je ne vais pas faire de mauvaises comparaisons, mais il y a des hommes politiques qui, depuis la nuit des temps, travaillent avec leurs conjoints parce qu'ils ont une confiance absolue dans leur conjoint ou dans leur progéniture, avec peut-être le sentiment de temps en temps que le collaborateur qui est extérieur, entre guillemets, va pas dire toutes les vérités, va pas bâcher, comme on dit, parce qu'il va pas oser le faire. Et donc, effectivement, ce lien-là est intéressant. Et ça arrive pour des ministres, ça arrive pour des parlementaires, c'est arrivé pour des présidents de la République. C'est pas choquant en soi. Dès lors
dès lors, bien évidemment, qu'il y a un vrai travail effectif. C'est le cas pour le dossier dont on parle, et donc je ne vois pas, pour ce qui me concerne, de problème par rapport à ça, même si j'ai bien conscience que pour les Français, c'en est un. Et ça, on est bien d'accord. Pour les Français, c'en est un. Est-ce que vos assistants parlementaires sont rémunérés à la hauteur de la rémunération de Pénélope Fillon? Je vous ai évoqué le fait que j'avais 3 assistants parlementaires, en fait 2,5, puisque j'en ai une qui est à mi-temps. La rémunération mensuelle de celui qui est le mieux payé de mes assistants parlementaires doit être à 3 800 ou 3 900 € par mois, ce qui est à peu près la moyenne de ce que gagnait Pénélope Fillon. Donc voilà, c'est pas quelque chose. C'est pas le salaire moyen. Pardon, c'est pas le salaire moyen qui, je crois, à 2 600 €. C'est pas le salaire moyen. C'est un salaire plutôt en fourchette haute. Mais si je prends mon exemple, j'ai un assistant parlementaire qui est à ce niveau de rémunération. Les soutiens de François Fillon doivent se réunir demain matin, je crois, autour de lui. Comme toutes les semaines. En principe, il y sera. Pardon, comme toutes les semaines. Comme toutes les semaines. Encore, c'est pas quelque chose de nouveau. Absolument. Parce que là encore, c'est toujours fascinant. Est-ce qu'il sera là? Ça prend un relief particulier. Ma question était, la question, on n'avait pas écouté la question. Ma question n'était pas ça, qui n'est pas un événement. L'événement, c'est est-ce qu'il y sera ou pas? C'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, et je vais poursuivre mon élément, c'est qu'effectivement, toute l'après-midi, il y a eu un certain nombre de sons divers et variés, d'annonces médiatiques disant « François Fillon organise demain une réunion ». Non, elle a lieu toutes les semaines, cette réunion, et effectivement, il y passe. Bon, alors vous nous dites, c'est pas un événement tout est normal, c'est ce que vous nous dites depuis le début. Tout est normal. Là encore, évitons ces caricatures. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est normal, et si on vient de passer 20 minutes dessus, sur ce sujet-là, c'est bien qu'effectivement, il y a des questions qui se posent, que les Français se posent des questions qu'il est légitime de leur répondre, qu'il y a effectivement, vous avez évoqué ce sondage-là, un problème politique aujourd'hui qui se pose pour François Fillon. Je pense que nous avons les moyens de les régler. Je pense qu'à partir du moment où il a demandé que ça aille vite, qu'il a été entendu rapidement, que les perquisitions ont été faites rapidement, qu'on pourra avoir une réponse sur le plan du droit et pas sur le plan politique, mais sur le plan du droit, qui permettrait effectivement de lever les sanctions à l'encontre de François Fillon. Toujours juppéiste. Bien sûr. Vous deviez vous réunir demain, la réunion est maintenue? J'ai effectivement, aujourd'hui même, on avait prévu cette réunion il y a à peu près un mois, j'ai souhaité effectivement, en accord avec un certain nombre de mes collègues, reporter cette réunion. Reporter cette réunion parce que, connaissant un tout petit peu le fonctionnement médiatique, on se dit, oui, ça y est, ils peaufinent leur plan B. Tiens, ça y est, ils vont tous se dire qu'on est en train de préparer le plan B, même si la réunion a été programmée il y a 3 semaines ou un mois. Vous allez où? C'est comme ça. Vous allez chez François Fillon. Donc, effectivement, demain matin, je serai comme tous les mercredis matins à la réunion hebdomadaire à 11h30 des parlementaires et la réunion de ceux qui étaient proches d'Alain Juppé pendant cette primaire pour regarder effectivement comment on travaille pour la suite et comment on aide Fillon dans sa campagne. C'était ça l'objet de la réunion. On ne la fait pas, parce que je connais vos réactions. D'accord, alors vous êtes toujours juppéiste, vous dites quand même franchement... Mais ça fait 25 ans que je suis juppéiste, j'ai pas changé vous nous dites, quel gâchis, et qu'est-ce qu'il avait raison, mon candidat, en disant qu'en matière de justice, il valait mieux avoir un passé qu'un avenir. Ça sert à rien de refaire l'histoire. Enfin, l'histoire, elle est là, elle a été faite, les Français ont voté. Peut-être qu'on peut juste se dire que de temps en temps, respecter le vote des Français, c'est pas un truc totalement anodin. Peut-être aussi. Voilà pour la défense de votre candidat, dont vous êtes donc désormais le porte-parole, après avoir été celui d'Alain Juppé. On continue. Merci beaucoup, Jean-Francis, car c'est maintenant Déborah Claude de l'agence France-Presse qui arrive pour une deuxième question autour de votre candidat et de son projet. Surprenant, ça. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Déborah, donc bonsoir, votre Michel. question à Benoît Apparu. Bonsoir. On va parler du fond et du programme de François Fillon. Ah, ça va nous changer, tiens. Voilà, et en même temps, c'est gentil. vrai que c'est un petit peu inaudible en ce moment. Il y a eu des annonces dimanche, un petit peu la volonté d'expliquer qu'il y a des annonces en rapport avec le pouvoir d'achat. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est aussi une manière de rebondir un peu pour vous? Non, parce que vous savez comme moi que cette mesure était en préparation depuis plusieurs jours. Et que la presse, bien avant l'affaire dont on parle, s'était déjà fait l'écho de possibles évolutions du programme dans cette direction-là, avec notamment une mesure assez forte sur le pouvoir d'achat des retraités, des petites retraites, pour les monter de façon massive. Ça coûtera quand même 2 milliards d'euros. Et puis pour les pensions dites de reversion, là encore. Et puis une deuxième mesure, puissante également sur les bas salaires, pour avoir en gros des exonérations de charges, non pas patronales, puisque ça bénéficie à l'entreprise, mais des exonérations de charges salariales qui permettent d'augmenter le salaire net
ceux qui ont des revenus faibles, et notamment évidemment au niveau du SMIC. Donc ces mesures étaient en préparation, vous le savez. C'est vrai qu'elles tombent entre guillemets à un moment où tout le monde a la tête ailleurs sur d'autres sujets, celui sur lequel nous venons de passer 20 minutes, mais ces mesures sont, je crois, importantes pour avancer sur le programme de François Fillon. Il y a une matrice principale qui est celle de la primaire. Ça ne changera pas. Il va y avoir, tout au long de la campagne, bien évidemment, un certain nombre de précisions, d'ajouts complémentaires, parce que... D'amendements, c'est ça la question. Oui, c'est des amendements, encore, on garde, mais... On n'avait pas la teneur de... Amender une loi, c'est ce que nous faisons au Parlement, amender une loi, c'est pas en changer la structure. C'est une évolution, c'est un complément, là, il y a des nuances, c'est pas un changement. Parce qu'il ne voulait pas de zigzag, pas de changement, il voulait rester... Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez admettre l'idée que quand vous avez, je dis n'importe quoi comme chiffre, 100 mesures qui structurent un programme, qu'en rajouter 2 ne change pas la nature du programme. Vous en annoncez a priori, vous en annoncez à ce stade, je vous en ai annoncé 2, une sur les petites retraites, une sur les petits salaires. Ce n'est pas un changement structurel du programme, parce que de la même façon... Non mais donc il a entendu les députés qui lui disaient qu'il faut mettre un petit peu d'espoir dans votre programme. On nous disait il y a quelques jours, vous n'écoutez personne, vous n'écoutez pas les députés qui demandent je ne sais quoi, etc., etc. Et maintenant qu'on le fait, quoi qu'il arrive, ça ne va pas. C'est un grand classique du genre, de toute façon, c'est toujours tout et son contraire. Mais il y a effectivement un certain nombre d'évolutions du programme, de rajouts dans le programme, pour effectivement tenir compte des messages des parlementaires notamment, mais également des Français, les parlementaires étant quelque part leur porte-parole, pour effectivement dire, voilà, on a un problème de pouvoir d'achat en France pour les bas salaires et les basses retraites, il fallait effectivement en tenir compte, c'est fait, et c'est, je crois, très important. Mais c'est pas fini, donc les autres mesures, ce sera sur quoi? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y aura d'autres mesures. Si, vous avez dit qu'il y aura d'autres amendements. Il y aura d'autres évolutions, parce que là encore, un programme, il n'est pas figé, il évolue dans le temps, c'est normal. On attendait des choses sur la santé aussi. La structure, et ça va arriver dans quelques jours, plutôt cette semaine, la structure du projet reste la structure du projet. Mais ce n'est pas parce que vous changez 2% du projet qu'il faut considérer que l'essence même du projet de François Fillon a évolué. Par exemple, sur la santé, donc on attend les mesures. Les mesures vont 20 milliards d'euros avaient été annoncés d'économies par François Fillon sur la santé. Comment est-ce qu'il peut, dans le même temps, dire aujourd'hui, je vais améliorer la couverture santé des Français? Alors, ce qui était annoncé dans le programme d'économie budgétaire de François Fillon, c'est de dire, voilà, on a besoin de faire 100 milliards d'euros d'économies. Et je vais répartir la masse de ces 100 milliards en fonction du taux de dépense des différentes fonctions publiques et différentes organisations d'État. Il y a effectivement une vingtaine de milliards qui étaient prévus sur l'assurance maladie. Ces éléments-là, a priori, n'ont pas vocation à bouger. C'est-à-dire que la structure des économies ne vont pas changer. Par contre, on peut effectivement organiser les économies de façon différente et on peut proposer un projet de santé médicale important. Non mais, en gros, vous vous rappelez de la proposition qui est celle de François Fillon. Oui. 2 ou 3 jours après sa victoire à la primaire, il l'a retirée, disant lui-même sur un journal télévisé qu'effectivement la proposition avait probablement été mal construite, donc mal comprise, qu'il remettait effectivement à plat ce dossier-là en gardant la philosophie qui était la sienne, à savoir un système d'assurance maladie ne peut pas être déficitaire. Et on va donc rester dans le cadre des 100 milliards d'euros. On va rester dans le cadre des 100 milliards d'euros d'économie. Tout en distribuant du pouvoir d'achat aux Français. Ça veut dire que, là encore, vous avez, pour faire une maquette budgétaire, comme on dit, on va rentrer un peu dans la technique pour éviter qu'il y ait de mauvaises compréhensions. Pas trop, hein. Les Français comprennent très bien la technique, et quand ils ont regardé les débats à la télé des différentes primaires, ils ont aimé ça, et il y avait beaucoup de techniques. Arrêtez de la pédagogie technique. Qui ne comprennent pas les choses. Ils comprennent la feuille de paix, ça c'est sûr. Non, ils comprennent beaucoup plus de choses. Arrêtons de les prendre juste pour les imbéciles qui ne comprennent pas la réalité des choses. Loin de nous, je pense que la technique, ils la comprennent. Ça veut dire quoi, la technique budgétaire? C'est que pour faire un budget, vous avez des recettes et des dépenses. Vous pouvez baisser les recettes, monter les recettes et vice-versa pour les dépenses. Et donc, quand par exemple François Fillon préconise d'avoir un certain nombre de baisses d'impôts, c'est une baisse des recettes de fait qu'il propose. Et donc, il faut les compenser par des économies. C'est dans cet équilibre-là qu'on va se retrouver de la même façon par rapport aux mesures qui sont annoncées. Et donc, globalement, l'objectif, ça ne bougera pas. L'objectif est le même, à savoir finir le quinquennat à l'équilibre budgétaire et être très proche des 3% en 2018. Sur les fonctionnaires, oui, on peut peut-être s'appesantir un peu.
La baisse du nombre de postes de fonctionnaires, toujours 500 000, ça ne bougera pas. Juste un point pour bien Oui. comprendre pourquoi il y a ce besoin, me semble-t-il, des 500 000 fonctionnaires dont on parle. Si je prends le budget de l'État, dans le budget de l'État, vous avez une très grande partie des dépenses, 50% grosso modo, qui correspondent au salaire des fonctionnaires. Nous avons embauché 1 million de fonctionnaires depuis 1990. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas la faute des responsables, des fonctionnaires. C'est nous, politiques, qui les avons embauchés. Ce n'est pas eux qui se sont auto-embauchés. Donc les responsables en la matière, du million en question, c'est nous, pas les fonctionnaires. Premier point. Deuxième point, à l'heure où nous parlons sur le budget de l'État, un fonctionnaire sur 5 est payé par de la dette. Un fonctionnaire sur 5 payé par de la dette. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut continuer durablement? Alors je sais bien que du côté du Parti Socialiste, on nous dit le 3% on s'en moque, on va monter plus haut que 3% parce que ce n'est pas le problème. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer à faire du déficit, à faire de la dette, à demander aux jeunes qui seront dans 20 ans en situation d'adulte de payer les dépenses que nous aurons faites. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas sain. Ce n'est pas normal et ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. Alors, vous parlez du Parti Socialiste, on va écouter son candidat Benoît Hamon, qui a critiqué François Fillon et d'ailleurs, dans le même élan, Marine Le Pen. On l'écoute. Et il me revient aujourd'hui de rassembler les citoyens pour faire face au double péril qui est celui de la droite de François Fillon, qui est dure, conservatrice, qui remettra en cause bien des acquis sociaux, et l'extrême droite très dangereuse, nationaliste, xénophobe de Marine Le Pen. Alors, votre réaction? Première réaction, puisqu'on parle de morale, de plein de choses comme ça, qu'un candidat à l'élection présidentielle s'exprime devant le perron d'un ministère sur une déclaration qui fait de la politique nationale et pas de la politique ministérielle, pourquoi pas? Apparemment, c'est comme ça. Maintenant, Benoît Hamon est dans son rôle. Il critique effectivement les autres candidats à l'élection présidentielle. C'est son rôle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder aujourd'hui quel est le projet de Marine Le Pen, quel est le projet de Benoît Hamon et quel est le projet de François Fillon. Et de mon point de vue, il n'y a pas photo. Il y a un projet qui est équilibré, structuré, qui permet d'aller vers le plein emploi en réduisant les déficits. C'est ce qui me paraît, ce qui est juste à faire pour la France sur le plan économique comme sur le plan social. Une question où c'était pas très clair sur le paiement des heures, là, le passage à 37 heures, 39 heures. Il y a plusieurs porte-paroles de l'équipe de François Fillon qui ont parfois un peu On parle toujours des fonctionnaires. se sont mélangés un peu les pinceaux le mois dernier. Alors on en est où Les choses ont toujours été relativement claires. Et je dis bien relativement, parce que peut-être qu'on n'a pas suffisamment bien expliqué les choses. Et le projet est, de ce point de vue-là, écrit. Donc il suffit d'aller lire sur le site internet le projet de François Fillon pour voir des choses très précises. En gros, c'est quoi? Aujourd'hui, la fonction publique est à 35 heures. Elle sera progressivement montée à 39 heures. Premier élément. Deuxième élément. Pour ces 4 heures supplémentaires, il y aura une négociation, administration par administration, mairie par mairie, hôpital par hôpital, si vous le souhaitez, pour effectivement qu'on décide quel est le taux de rémunération complémentaire qui est attribué pour cette montée du temps de travail. Est-ce qu'on donne une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 4 heures? Chacun décidera dans une négociation avec les partenaires. Mais donc ça ne sera pas... Donc de ce point de vue-là, ça a toujours été très clair. Ça ne sera pas... On monte à 39 et on renvoie la rémunération complémentaire aux négociations dans les entreprises. Lui-même, il ne s'est jamais exprimé sur le sujet. C'est pas que c'est pas très clair. Si. Je vous invite à une chose. Allez voir le programme qui est écrit sur Internet. C'est écrit noir sur blanc, comme je viens de l'évoquer. Ce qui est très clair, c'est ce que je comprends, c'est que ce ne sera pas 39 heures payées 39. Non. En tout cas, ça n'a jamais été annoncé. Ça ne sera pas ça. Ça n'a jamais été annoncé comme tel. Ni 39, ni 37, il n'y a pas eu d'annonce en la matière, puisqu'il y a eu annonce de négociation sur la rémunération complémentaire liée. Mais vous vous souvenez de ce que vous disiez comme porte-parole d'Alain Juppé? Vous dites, attendez, on va prendre des fonctionnaires, on va leur demander de travailler 39, payer 37 ou 38. Je ne renie aucunement... Ils ne vont pas mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage pour l'heure supplémentaire ou 2 heures. Je ne renie aucunement la campagne que j'ai faite pour Alain Juppé, et je suis fier de cette belle campagne que nous avons faite ensemble. Il se trouve, c'est comme ça, que c'est François Fillon qui a gagné par Alain Juppé. Et donc, a priori, on applique le projet de François Fillon et pas celui d'Alain Juppé. Mais comment vous allez motiver donc, les fonctionnaires? Aujourd'hui, je considère effectivement que notre rôle collectif, c'est bien de défendre notre famille politique pour éviter Marine Le Pen d'un côté, pour éviter les héritiers de François Hollande de l'autre. Et donc, effectivement, la loyauté que nous devons tous avoir, c'est celle de François Fillon qui a gagné la primaire. Et nous devons effectivement porter
son programme non, politique, d'accord. même si sur tel ou tel point, nous n'étions pas complètement d'accord. Mais vous savez, Oui. sous Nicolas Sarkozy, sous Jacques Chirac, sous le général de Gaulle, ou qui vous voulez avant, il y a, j'imagine, des parlementaires qui n'étaient pas tous d'accord toujours avec tout. Et alors là, c'est normal. Avant, vous L'essentiel, c'est qu'on soit. soit. De différence maintenant. J'arrive. Est-ce qu'on augmente? J'allais vous redonner le Est-ce chiffre. que dans un mois. J'allais vous reciter le chiffre, et je vois que vous m'avez bien lu. Qu'avons-nous dit pendant l'élection primaire? Que globalement, nous étions d'accord avec 80% Et aujourd'hui des propos de François Fillon, et qu'il y avait un point de désaccord sur 20%. Il n'y a pas de nouveauté par rapport Ça à reste ça. toujours 80-20. Je pense même d'ailleurs que Y les compris évolutions. avec le pouvoir d'achat. Je pense même que les évolutions que vous avez évoquées tout à l'heure, sur lesquelles vous m'avez questionné, qui ont été annoncées dimanche, font qu'on est peut-être maintenant à 85. Bon, mais quand même, c'est Voilà. Est-ce que vous Mais on monte. souhaiteriez qu'il y en ait d'autres de nouvelles encore? Est-ce que ça va assez Je loin? pense qu'il faut trouver un équilibre entre la nécessité de garder la structure d'un programme. Et on voit bien que dès qu'on change une virgule, vous considérez que tout a changé. Non. Et donc voilà, donc il faut. Si ça change et que Il vous faut dites trouver on veut la rien bonne changer, mesure. on vous dit finalement vous avez changé d'avis. Je dis simplement qu'en gros, il faut garder la matrice, la structure principale, la philosophie générale du projet, et qu'on bouge dans telle ou telle direction parce qu'on n'a été pas compris, qu'on pense qu'il y a telle idée qui est plus maligne, qui est proposée par les parlementaires ou par tel autre candidat ou par je ne sais qui. Effectivement, adapter les choses ne me paraît pas un problème. Ce qui me paraîtrait un problème, ce serait de changer la philosophie générale du projet, parce que là, le reniement ne serait pas Est-ce qu'il y pardonné a un par les effort Français. particulier à faire envers les classes populaires qui ne sont pas venues voter à la primaire ni à droite ni à gauche et qui de manière générale s'abstiennent ou ne vont pas voter, voire sont dégoûtés de la politique? Oui, encore dégoûté par la politique, votre mot est faible. Ça va malheureusement beaucoup plus loin que ça. Ils n'y croient plus, ils sont dégoûtés par les hommes politiques et par la politique. Enfin, on a un gigantesque décalage entre les hommes politiques et globalement l'ensemble des Français, et notamment ceux qui ont des bas salaires, qui n'arrivent pas à comprendre effectivement ce que nous faisons pour eux. Quand je dis qu'ils n'arrivent pas à le comprendre, c'est qu'on leur explique mal, c'est qu'on n'arrive pas à leur parler, c'est qu'on a ces difficultés-là de parler de choses macroéconomiques, quand eux, leur problème, c'est de finir avec 50 € par mois. C'est ce décalage-là, grandissant, pour lequel ils nous en veulent, et je peux le comprendre. Et c'est vraiment la raison pour laquelle François Fillon... On ne parle plus de l'affaire Pénélope, là. Hein. Non. Bien sûr. Si. Pourquoi? Non, bien sûr. Non, mais Là parce encore. que là, évidemment, là, Mais je là, sais c'est bien une qu'on- déflagration par rapport effectivement à ce que vous dites, Bien à juste évidemment. titre. Mais là encore, malheureusement, aujourd'hui, en tant que député et maire, je gagne globalement 7 000 € par mois. Quand je dis ça, ceux qui m'entendent et qui gagnent 1 500 € par mois, ils ont envie de me jeter des pierres. Et si j'imagine annoncer le salaire moyen de toute une série de catégories professionnelles, ils jetteraient des pierres à beaucoup de monde. Ça dépend Parce si vous qu'effectivement, expliquez combien d'heures vous passez à l'Assemblée, combien d'heures vous travaillez. Et voilà, peut-être, mais ils retiennent la somme. Et les gens, effectivement, ne comprennent pas ces décalages-là. Et dans l'esprit de beaucoup de Français, ils voudraient, et je pourrais les comprendre d'ailleurs, qu'on soit bénévole. Parce que argent et politique, ça ne fait pas bon ménage par principe. Et donc on a ce décalage-là extraordinaire. C'est bien la raison pour laquelle François Fillon a essayé dimanche de répondre à cette attente des classes les plus défavorisées, mais qui travaillent ou qui ont une retraite, pour dire j'ai entendu votre message et je veux monter les bas salaires et les petites retraites. Voilà, merci Déborah. Troisième partie de l'épreuve de vérité, maintenant avec Michael Zamès de Public Sénat qui nous rejoint. Bonsoir Michael. Bonsoir Michel, bonsoir Benoît Paru. Bonsoir. Diriez-vous que finalement aujourd'hui l'homme à abattre, c'est Emmanuel Macron? J'utiliserai pas ce terme-là parce que les termes trop guerriers dans le vocabulaire politique, c'est pas mon truc. Donc j'ai pas envie d'abattre personne. J'ai d'abord envie de défendre les propositions de François Fillon, de défendre aujourd'hui la personnalité et la moralité. Mais le de François danger, c'est Fillon. Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, le danger, si j'en crois les sondages, mais je les prends avec beaucoup de mesures C'est bien. depuis quelques semaines, C'est bien. parce que j'ai eu quelques douches froides Il paraît. en la matière, et donc je les prends avec beaucoup de mesures. Les sondages nous disent quoi? Que parmi les héritiers de François Hollande, le plus dangereux électoralement parlant était Emmanuel Macron. Donc effectivement, Emmanuel Macron est un candidat crédible, est un candidat sérieux, est un candidat qui semble répondre pour partie à l'attente des Français, si j'en crois les sondages, et donc oui, effectivement, à ce stade, Emmanuel Macron est l'adversaire principal de François Fillon, avec de l'autre côté de l'échiquier, Marine Le Pen. Alors écoutez ce que disait à son sujet, justement, je le disais tout à l'heure, François Baroin, c'était dimanche, à propos d'Emmanuel Macron. Il y aura donc le candidat officiel du Parti socialiste
soutenu comme la corde soutient le pendu par son adversaire du jour, abandonné déjà par certains de ses amis pour rejoindre le candidat du socialisme de contrebande, M. Macron. Alors, M. Macron, il faut commencer à s'en occuper. Ah, comment on s'en occupe? Oui. Hein, quoi, c'est des boules puantes, là aussi? Ne le prenez pas comme tel. Vous savez très bien ce que veut dire François Baroin. François Baroin est en train de dire qu'il faut décortiquer le peu de programme que nous avons d'Emmanuel Macron. Rappeler un petit détail, par exemple. Celui qui veut nous apparaître, comme si j'ai bien compris, un homme neuf, différent. Il a juste fait 80% du quinquennat de François Hollande. 80% du quinquennat de François Hollande. Et encore, je ne compte pas la campagne électorale dont il était l'inspirateur du projet économique. Dire qu'il est l'héritier de François Hollande et qu'il n'a pas de programme, est-ce suffisant? Je ne dis pas que c'est suffisant, mais pour l'instant, je suis désolé de vous répondre la chose suivante. Je ne sais pas comment critiquer, entre guillemets, un programme que je n'ai pas. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, ce que j'attends d'un candidat à l'élection présidentielle, c'est pas simplement qu'il mette les bras en croix, c'est qu'il nous explique ce qu'il veut faire pour les Français pendant 5 ans. Donc il n'y a pas, aujourd'hui, de prise. Aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce que j'ai comme prise, entre guillemets, pour reprendre votre exemple? J'ai le souvenir d'un ministre de l'économie et des finances qui nous avait dit l'ISF, c'est pas bien. Qui nous avait dit les 35 heures, c'est pas bien. Qui nous avait dit le statut de la fonction publique, c'est pas bien. Ça, c'est quand il était ministre. Bon. Et puis une fois qu'il est candidat, finalement l'ISF, j'y touche pas. Finalement les 35 heures, j'y touche pas. Et finalement le statut de la fonction publique, j'y touche pas. Je crois lequel? Le candidat ou le ministre? Il y a entre les deux 6 mois d'écart. Hein. Je crois lequel? Donc moi j'aimerais bien avoir une ligne, savoir où Emmanuel Macron veut aller. Et je trouve qu'effectivement, par exemple, cette inconstance-là, ces changements de cap qui sont là très lourds, c'est pas des petites virgules, hein, entre oui à l'ISF, non à l'ISF, oui aux 35 heures, non à 35 heures, c'est pas des petits changements de cap. Eh bien, effectivement, je considère que ces changements de cap permanents d'Emmanuel Macron, dire François Hollande. Attention, pardon, de François Hollande. J'ai pas dit l'autre nom, j'ai dit François. Ça aurait pu être Hollande qui effectivement a fait beaucoup de changements de cap. Emmanuel Macron, François Hollande, ce sont les mêmes. Je pense qu'effectivement, quand vous êtes l'inspirateur du projet économique du président Hollande, que vous avez passé 80% du quinquennat avec lui, c'est plus qu'Emmanuel, je me confonds encore dans les prénoms, c'est plus que Benoît Hamon. Il a passé plus de temps aux côtés de François Hollande que Benoît Hamon. Donc il est beaucoup plus l'héritier de François Hollande que Benoît Hamon. Est-ce que François Hollande, qui s'est tenu à distance très raisonnable des primaires de la gauche, très longue distance. Est-ce qu'il a choisi son candidat? Et en d'autres termes, est-ce que Emmanuel Macron, pour vous, est le candidat de François Hollande? Aujourd'hui, sur l'échiquier politique, entre Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, les 3 candidats de gauche, celui qui est le plus proche de François Hollande, c'est évidemment Emmanuel Macron. Mélenchon a passé 0% du quinquennat avec le président. Benoît Hamon a passé 50% du temps à soutenir, 50% du temps à critiquer. Et Emmanuel Macron a passé 80% du quinquennat à soutenir, 20% à critiquer. Donc effectivement, le plus proche et l'héritier principal, c'est effectivement Emmanuel Macron. Ne voyez pas là de malice de ma part, mais il se dit... Ça vous ressemblerait absolument pas. Du tout. Il se dit un libéral, humain, optimiste, finalement, c'est un peu l'identité heureuse. Oui, effectivement, heureusement que vous m'avez prévenu avant qu'il n'y avait pas de malice, parce qu'effectivement, oui, il y a quand même une petite différence. C'est que jusqu'à preuve du contraire, je connais le projet d'Alain Juppé. Et je connais la définition qu'il se donnait de lui-même et de la nature de ce projet. Pour l'instant, j'ai peut-être quelques mots que vous avez cités qui sont ceux de Emmanuel Macron. Je n'ai pas le programme. Et jusqu'à preuve du contraire, Alain Juppé n'a jamais soutenu François Hollande et Emmanuel Macron l'a soutenu pendant 4 ans. Vous dites qu'il y a Ça fait quand même beaucoup de différences. Beaucoup de différences. Vous avez dit une petite différence au début, mais on a compris que c'était une formule de style. Voilà, quand même, on avait parlé les mots. Oui, bien sûr, mais on avait quand même dit d'Alain Juppé qu'il incarnait une position libérale moderne. C'est ce qu'on dit également d'Emmanuel Macron. Il séduit aussi au-delà de la gauche, vous le savez bien. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que l'on dit, c'est effectivement, 1, le programme, et 2, ce que l'on fait. Est-ce que lorsque Emmanuel Macron était ministre de l'économie et des finances, il était libéral moderne? Probablement. Je rappelle les positions sur les SF et les 35 heures. Tout ça, c'est oublié. Donc il peut être libéral ce qu'il veut, à partir du moment où il n'a pas des propositions qui correspondent à ça, mais pardonnez-moi, ça s'appelle effectivement du vent. Je termine sur Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui que
la dynamique puisse se casser. Une candidature de François Bayrou, ça pourrait être pour vous Je n'en sais strictement rien. Vous savez, ce genre de petit jeu qui consiste à faire des petits calculs en disant si lui se C'est vrai qu'il présente... n'y en a pas du tout en politique. S'il y en a tout le temps, c'est bien le problème. Un, parce que les Français n'aiment pas ça. Mais deux, parce qu'en général, quand on fait ces calculs-là, on prend le boomerang en pleine tête. Bon. Et donc les petits calculs qui consistent à dire lui il va se présenter comme ça, lui va faire 3 de moins, lui 4 de moins et je sais pas quoi, etc. On se souvient d'avril, d'un certain 21 avril, et le résultat que ça produit. Donc ce genre de calcul, c'est pas mon François truc. Bayrou est ce soir l'invité d'un François Bayrou fait ce qu'il veut. D'accord. S'il doit se présenter à l'élection présidentielle, Ça serait qu'il le fasse. souhaitable ou pas Pour moi, ce n'est pas souhaitable, parce que je pense qu'il faut rassembler la droite et tous les centres, et qu'on a besoin de la droite et de tous les centres pour gagner en 2017. Comment expliquez-vous que les deux candidats, les dits de gouvernement, aujourd'hui Benoît Hamon, François Fillon, soient aussi fragilisés? C'est très compliqué de répondre à cette question quand on voit effectivement le résultat des primaires. Est-ce que justement, ce n'est pas le revers de la primaire? Quand vous avez eu... Je vous rappelle qu'en 2012, j'ai voté contre les primaires. Et que j'ai même signé une tribune pour expliquer pourquoi. Je ne suis pas un grand fan des primaires, même si je reconnais comme tout le monde que je ne trouve pas d'autres modes de sélection des candidats à l'élection présidentielle plus malins que celui-là. Donc je suis très ambivalent par rapport à ces primaires, même si j'en mesure tous les jours les conséquences et les problèmes que ça génère. Je constate quoi quand je regarde ces primaires? Le président de la République sortant, qui n'est même pas en capacité d'y aller, et qui se fait, entre guillemets, putcher par son ancien Premier ministre et par son ministre de l'économie et des finances. Bon. Je vois que le Premier ministre, sorti de la primaire, et de façon assez massive, je vois les deux, entre guillemets, présentés comme favoris de la primaire, de droite cette fois-ci, un ancien président, un ancien Premier ministre, qui se font également sortir de la primaire. Éliminés et non pas à choisir. Je dis que effectivement les primaires sont souvent des primaires d'élimination, que les primaires sont quelque chose qui effectivement segmente énormément la vie politique française. Je vous donne un exemple très concret. J'ai soutenu l'un des candidats, Alain Juppé. Au lendemain de ça, j'ai soutenu François Fillon. Je me suis fait démonter par toute la presse sur la thématique, il tourne sa veste, il passe de l'un à l'autre. Comme si être loyal à son camp était dramatique. Sans les primaires, si j'avais choisi un tel ou un tel ou un tel, qui désignait candidat de mon parti, personne n'aurait trouvé rien à redire, même si au fond moi-même, je n'avais que X%, les fameux 80 qu'on évoquait tout à l'heure, d'accord avec celui qui était désigné. Mais ça aurait posé le problème à personne. Donc ça génère... Vous continueriez les primaires aujourd'hui? Allez, pour l'élection J'en sais rien, mais à titre personnel, j'ai toujours pensé qu'effectivement les primaires segmentaient horriblement la vie politique. Au lieu d'avoir un parti qui s'appelle les Républicains, au lieu d'avoir un camp, entre guillemets, j'aime pas l'expression camp, la droite et le centre, on a le sentiment qu'on a aujourd'hui tout autant de chapelles que de candidats au premier tour de l'élection primaire. Et j'ai la peur, réelle, que ça segmente ensuite tout un quinquennat. C'est ce qu'on a vu du côté de la gauche. Je crains effectivement que les primaires ne soient pas simplement un mode de sélection des candidats, qui est bien, mais soit également quelque chose qui change assez lourdement, assez structurellement la vie politique française et les institutions françaises. Est-ce que vous n'avez pas une autre crainte, parce que tout ce que vous dites là, c'est l'expression de la colère sourde des Français, de droite comme de gauche, on l'a vu donc peut-être aux primaires. Est-ce que vous ne craignez pas que cela favorise une victoire du populisme dans le pays? C'est effectivement le risque. Le risque, c'est qu'aujourd'hui, la décrédibilité globale des politiques français, qui touche tout le monde, et tout ce qu'on appelle les partis de gouvernement, n'affecte pas Marine Le Pen, favorise effectivement potentiellement Marine Le Pen, qui tourne autour de 25%, et effectivement, tous ces éléments-là favorisent ça. Tout est possible dans cette élection? Tout est possible dans cette élection. J'en reviens à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Même une victoire de Marine Le Pen? C'est pour ça notamment, et même une victoire de Marine Le Pen. Et c'est bien pour ça que, attention, on évoquait tout à l'heure, au début de l'émission, la différence entre le temps médiatique, de fait, et le temps judiciaire. Sur l'affaire Fillon, ça a peut-être des petites conséquences quand même. Parce que là encore, si dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois, on s'aperçoit que François Fillon est innocent, ce que je crois fondamentalement, vous pensez qu'il y aura autant de papier pour qu'il le dira? Non. Il aura été condamné médiatiquement, et effectivement, le Front National en aura profité avec ce fameux tous pourris qui balaye tout le monde, y compris, ce que je crois profondément, si François Fillon a eu une relation de travail avec son épouse qui était réelle et sérieuse, ce que je crois. Et donc là encore, je dis simplement que
oui, tous ces éléments-là participent à la montée du Front National. Mais c'est bien dommage. Vous qui vous êtes vautré à propos des sondages, c'est votre mot, hein, je vous cite, vous savez bien que les courbes vont se croiser, là, sans doute. Celles de Emmanuel Macron et de François Fillon, Écoutez, elles sont assez proches aujourd'hui. Oui, ils sont coude à coude. On verra effectivement. Et ce jour-là Enfin, là encore, je pense que sur ce plateau-là, pas ici spécifiquement, hein, vous avez dû inviter 12 fois François Fillon, les soutiens de François Fillon, en disant mais pourquoi vous allez au bout Pourquoi vous ne retirez pas? Vous êtes à 10 dans les sondages. Et pendant 2 ans, on lui a servi, vous êtes à 10 dans les sondages. À quoi vous servez? Pourquoi vous ne retirez pas? Effectivement, on peut analyser, en tirer des conséquences par rapport à les sondages. Désolé, la vraie vie ne marche pas comme ça. En sondage, il y a une question de c'est un dynamique. petit détail. Hein. C'est sûrement une question de dynamique. Je vous rappelle un truc. En sondage, Juppé a dû faire 50-0. Eh bien, il a perdu au bout. À suivre. Donc, merci beaucoup. Merci, Michael. Merci, monsieur Apparu. Merci à vous. D'avoir été avec nous donc, pour ce moment difficile pour votre candidat.